Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h46, les grands débats ce matin avec Arlette Chabot et Christine Bouillot. Vos appels 0826 300 300. On va démarrer déjà avec le standard. Et Jean-Marie qui est avec nous de Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Bon, quel est votre sentiment, vous, après cette présidentielle et ce résultat d'hier soir? Juste, je rappelle les résultats à Saint-Cyprien. Ah oui, vous les avez sont de 59,80 pour Marine Le Pen. Voilà, avec 8% de blancs et de nuls. Ah bah vous avez vu, Cécile, elle a tous les j'ai un éléments. Consultant magnifique à côté de moi, Pascal Jarabert, qui vient de me donner tout, oui. Oui, merci Cécile pour ces résultats. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'avant ce premier tour, pour moi, les résultats étaient complètement attendus. Oui. Parce que, oui, complètement attendus, parce que de toute façon, dès que c'est le Front National, je dis pas, je ne suis pas, en toute honnêteté, foncièrement pour le Front National, pourquoi pas, il y a des idées qui sont bonnes. Simplement, ce que je veux dire, le résultat était attendu. Et pourquoi ? Parce qu'on stigmatise le Front National à chaque fois. Et ce que je reproche, c'est qu'en fait, on confond, à mon avis, être nationaliste et être extrémiste. Je pense qu'on peut être nationaliste, c'est-à-dire vouloir préserver la France, les intérêts de la France, les intérêts des Français. Voilà. Quand on dit qu'on veut arrêter le nombre de migrants pour éviter la détresse sociale, c'est peut-être une solution. Et je trouve qu'on confond nationaliste et extrémiste. Et à chaque fois, les politiques qui l'utilisent systématiquement nous mettent les bâtons dans les roues en disant voilà, attention, c'est des extrémistes, attention, c'est dangereux, attention. Bon, et là, on attaque la démocratie. Oui, quoi. est-ce que Jean-Marie, ce n'est pas parce qu'il y a le nom de Marine Le Pen, de Le Pen en fait, quoi, toujours non ? Peut-être que vous avez raison, Patrick. C'est vrai qu'on peut penser que le père qui lui était fondamentalement peut-être extrémiste. Impact sur les résultats, mais je sais pas, je trouve que même quand c'est Éric Zemmour qui donne quand même des idées au pays et qui n'est pas, à mon avis, quelqu'un d'extrémiste, voilà, il est carrément descendu de la même façon, quoi. Ouais. Donc je me pose la question, et on peut se poser la question en se disant, c'est peut-être pas franchement Le Pen qui pose le problème. Le nom Le Pen, c'est peut-être certaines idées, quoi, en fait. Et certains pensent le contraire sur notre compte Twitter. Et Cécile, oui. Jean nous dit, justement, contrairement à vous, Jean-Marie, il nous dit ce n'est pas Marine qui a perdu, c'est le nom Le Pen qui l'a fait encore perdre. Elle devrait penser à se retirer du monde politique pour donner une chance à ses idées. Oui. Non, mais c'est de cette manière d'ailleurs que Éric Zemmour l'a taclé immédiatement dans sa première déclaration, où en fin de déclaration il dit il lance un appel au Rassemblement national pour faire union, et juste avant il dit de toute manière cette défaite était prévisible et c'est la 8e défaite pour les Le Pen, quoi, dans une élection majeure, la présidentielle. Donc évidemment, du côté que j'ai posé la question à Sébastien Chenu tout à l'heure, il dit oui, quand il y a ce genre de déclaration, ça ne donne pas envie de travailler avec eux, quoi, avec Reconquête, quoi. Moi, je pense que les idées sont bonnes chez Reconquête. Aujourd'hui, il y a quand même une détresse sociale qui est importante dans le pays. Et je trouve qu'il faut quand même en tirer les conséquences. J'ai trouvé le débat un petit peu déplorable, le débat du deuxième tour, là. Et je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment on voit qu'il y a quand même une volonté de Français qui est contre la politique de Macron. Par rapport à ces résultats, bien entendu, c'est pas voilà. Il faut quand même en tenir compte. Merci Jean-Marie. Vous pouvez continuer de réagir. 0826 300 300 de nous appeler. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Votre analyse en fait de cette soirée électorale. Vous qui en avez connu quelques-unes quand même des soirées électorales. Est-ce qu'il y avait de la ferveur ou alors un peu à l'image de ce qui s'est passé au Champ de Mars, c'est-à-dire il y avait un peu quelques drapeaux puis très vite c'est retombé, quoi. Je trouve qu'elle ne ressemblait pas, cette soirée, effectivement, aux autres soirées présidentielles. D'abord parce que dans le camp du vainqueur, c'était effectivement assez modéré. Il n'y avait pas une joie extraordinaire. C'est vrai que il y a 5 ans, c'était la même affiche. Sauf que Emmanuel Macron, évidemment, était tout neuf.
tout jeune, il y avait un vrai espoir. Donc il y avait à la fois un rejet sans doute du Rassemblement national de Marine Le Pen, mais il y avait aussi un espoir du côté d'Emmanuel Macron. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense qu'il a eu tout à fait raison hier de prendre en compte à la fois ceux qui ont voté pour lui pour faire barrage au Rassemblement national, prendre en compte les abstentionnistes, et il faudrait ajouter ceux qui ont voté blanc aussi, et puis les électeurs de Marine Le Pen. 13 à 14 millions, bien sûr. Ce n'est pas rien, donc je crois qu'il faut prendre tout ça en compte, et donc ça donnait la tonalité d'une soirée. Ce sont des signaux à l'image en fait de ce que vient de dire Jean-Marie, quoi. Il donne des signaux de détresse un peu du mal qui touche aussi notre pays en profondeur, quoi. C'est ce qui est exprimé. Il y a 5 ans au Louvre, Emmanuel Macron dans son intervention avait dit aux électeurs de Marine Le Pen qu'il leur enlèverait l'envie de voter pour les extrêmes. 5 ans plus tard, les extrêmes sont là, le Rassemblement national, le Front national, et il y a une gauche qui s'est radicalisée derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc franchement, il dit qu'il doit se réinventer depuis 2 ans. Il faut vraiment qu'il se réinvente et non seulement il y a une méthode qui doit changer du gouvernement. Et puis, voilà, quel mandat a-t-il? On va en parler, mais ça fait beaucoup de questions. On va voir ça avec Pascal Jalabert. Christine Bouillot, vous étiez dans les rues de Perpignan hier soir, hein, et un peu sur toute la côte, là-bas, du Languedoc-Roussillon jusqu'en pays catalan. Il n'y avait pas non plus d'atmosphère, d'ambiance, en fait, oui, c'est ça, d'ambiance électorale, quoi, de fièvre électorale, hein, hier. C'est ce que vous m'avez dit hier en fin de soirée. Oui, c'était assez significatif, hein, cette ambiance, on va dire de dimanche presque classique, où certes on va voter, mais on n'attend pas une révolution, on n'attend pas un changement profond. C'est une sorte de continuum. Alors il y a eu notamment du côté de Toulouse, comme dans d'autres villes, des manifestations suite à la réélection d'Emmanuel Macron, hein, beaucoup de jeunes, ces fameux nini, comme on les appelle, hein, qui ne voulaient ni l'un ni l'autre et qui cherchent effectivement à travers la rue à exprimer cette colère, mais le sentiment effectivement même à Perpignan, hein, qui est quand même une ville qui a été prise par le RN avec Louis Alliot, ce sentiment que finalement c'était un dimanche presque normal, on attendait rien de bouleversant et rien qui allait changer la vie des gens. Il y avait une forme de résignation, quoi. Oui, on est allé voter par devoir pour beaucoup, hein, parce que c'est effectivement les électeurs que l'on a croisés, c'est ce qu'ils nous ont dit, sans vraiment être convaincus. En tous les cas, bon, pour les partisans des deux finalistes, sans doute oui, mais sinon pour le reste, c'était véritablement une journée presque ordinaire. C'est le sentiment en tous les cas qu'on a eu et qu'on a ressenti. Certes, il y a eu des cris de joie dans les camps d'Emmanuel Macron et des vainqueurs, mais qui était, on va dire, relativement mince. Timoré, quoi. Timoré, dans des cafés pour les uns et les autres, sans véritablement d'explosion. On n'a pas entendu de coups de klaxon, on n'a pas entendu d'effusion, on n'a rien entendu. Non, ce qu'on a entendu en fin de soirée, ce sont plutôt quelques violences, hein, du côté de Lyon, du côté de Montpellier. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans notre revue de presse et notre tour des réseaux sociaux avec Benjamin Glaise, ou encore à Paris. Pascal Jalabert, bonjour Pascal. Bonjour, oui, donc, moi ce que je retiens de la soirée, c'est que d'abord, quand on voyait les visages des leaders de la majorité au Champ de Mars, c'était d'abord le soulagement, et puis le discours, beaucoup de lucidité, de gravité, de solennité. Donc Emmanuel Macron a bien pris conscience qu'il se retrouve face à un malaise démocratique important dans le pays. Je crois que c'est le sondage IFOP Fiducial Sud Radio qui hier soir nous disait que seulement 57% des personnes qui ont voté, enfin des électeurs qui ont choisi Emmanuel Macron, l'ont fait par adhésion. Donc aujourd'hui, il y a un malaise démocratique avec ce mur d'abstention plus bulletin blanc et avec cette tripartition du paysage qu'a décrit Arlette tout à l'heure, c'est-à-dire une extrême droite forte, une gauche qui s'est radicalisée depuis 5 ans, et au milieu, eh bien, cet extrême centre dans lequel tout le monde n'est pas convaincu par Emmanuel Macron. Donc, du coup, le paysage est différent. J'ai regardé un peu les votes dans les territoires, et bien, ce qui s'est passé au premier tour s'est confirmé. C'est-à-dire, on a encore eu un vote de classe, un vote de génération, et un vote en fonction de là où on réside. En 2017, 2 départements
départements avaient placé Marine Le Pen en tête. Oui. Cette fois, il y en a 21 dans l'Hexagone, les 2 départements en Corse et 5 en Outre-mer. Oui. Donc on est... 21 sur le territoire sur l'Hexagone, hexagonal. voilà, 21 sur l'Hexagone, Contre 2, 2 en oui, bien Corse, sûr. contre 2. Et ce sont les départements où les prix de l'immobilier ont baissé pour la plupart, où les taux de chômage et de précarité sont élevés, où on perd de la population. Alors, à l'exception de PACA, où il y a un vote un peu différent, mais partout ailleurs, c'est ça. Ouais, donc, du coup, les fameuses fractures françaises territoriales, sociales, culturelles, mondialisation, dans laquelle on est à l'aise ou mal à l'aise, eh bien, elles n'ont jamais été aussi fortes. Et là, ça se traduit par quoi? Par une crise et un malaise démocratique. Oui, absolument. C'est ce qu'on va voir dans un instant avec quelques commentaires. Avec des commentaires qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit, avec un retour 5 ans d'enfer avec crédit social, crise sociale, crise alimentaire et crise financière. La France va en plus partir en guerre contre la Russie. Notre pouvoir d'achat va reculer, le chômage va augmenter. Vous êtes déçus. Patrick nous dit la réélection du président Macron par défaut est un drame dont peu de personnes ont conscience. Il est loin de représenter la moitié de l'électorat. Il n'est pas mon président, il ne le sera jamais. Et beaucoup pointent aussi la France insoumise d'avoir voté d'avoir voté Emmanuel Macron. Bon, qu'est-ce qu'il a manqué à Marine Le Pen pour pouvoir faire un score plus important? Est-ce que c'est le Front républicain, le fameux barrage qui a marché? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Emmanuel Macron est bien ou mal réélu? Est-ce qu'il y a toujours un plafond de verre également pour Marine Le Pen? Est-ce que les Français n'ont pas confiance dans ses compétences? Est-ce qu'elle doit laisser sa place? Est-ce que lui, de son côté, Emmanuel Macron doit s'ouvrir à un gouvernement beaucoup plus large en vue des législatives? Et vous, est-ce que vous êtes déjà prêt aussi à voter pour ces législatives du 12 et 19 juin? Autant de questions que l'on va aborder tout à l'heure. Et j'aimerais vous entendre. 0826 300 300. On vient dans un instant. A tout de suite, 8h58. Et c'est la suite des grands débats suite à cette réélection d'Emmanuel Macron. En attendant, Éric Revel est avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Bonjour à tous. Oui, Eric, alors évidemment, avec tous nos débatteurs, on va débriefer cette présidentielle. Arlette Chabot qui est là, Pascal Jalabert, Christine Bouillot qui était hier soir du côté de Perpignan, bien sûr, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico qui sera avec nous, et vos appels parce que je sais que ça sonne en permanence. Zach est un petit peu débordé au 0826 300 300 pour réagir à cette élection, nous dire ce que vous pensez en fait de cette élection, de cette réélection d'Emmanuel Macron, de la déception qu'il peut y avoir pour certains aussi de voir les scores en fait d'hier soir, ou encore ce quasi record de l'abstention, de l'ouverture qu'il doit y avoir ou non d'Emmanuel Macron. On va voir tout ça ensemble et on va en débattre jusqu'à 10h parce qu'il y a beaucoup de sujets à mettre sur la table. Et puis quel nouveau gouvernement aussi peut-être, avec un Premier ministre qui doit changer probablement. On va voir ça ensemble. Éric, justement, vous voulez mettre, tiens, on va commencer avec vous, mettre les choses un peu sur la table avec les chantiers qui attendent Emmanuel Macron. Oui, je voulais vous parler des chantiers, mais si vous le permettez, Patrick, juste un mot sur les résultats dans le sud. Alors absolument, qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, oui, bien sûr. Oui. Vous avez parlé de Toulon, vous avez parlé de... Ça, c'est intéressant, dans les grandes métropoles, Emmanuel Macron l'emporte, à Marseille, à Nice, à Avignon, à Toulon. En revanche, quand on regarde département par département, Macron gagne dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, et Marine Le Pen dans le Var, dans le Vaucluse et dans les Alpes de Haute-Provence, et globalement... La région PACA fait partie des 3 régions, vous en avez parlé, qui a vu la victoire de Marine Le Pen. Alors je vous parle du Sud où je me trouve, parce qu'évidemment, il y aura notamment dans les Alpes-Maritimes autour d'Éric Ciotti, qui va se représenter, du maire Estrosi, qui a soutenu Emmanuel Macron. Il y aura sans doute pas mal de règlements de compte, puisque nombre de grands élus du Sud... pas tous, mais un certain nombre avaient pris fait et cause, comme vous le savez, pour Emmanuel Macron. Donc c'est une région dans le sud qui est tout à fait intéressante pour l'après-élection. Ouais. Alors, je vous parle des chantiers. Mais vous avez raison d'insister effectivement là-dessus, parce que c'est un peu à part. C'est d'un mot, alors sur cette carte électorale, on le disait avec Pascal Jalabert en fait tout à l'heure. C'est vrai qu'on voit que c'est en train de bouger par rapport à il y a 5 ans, Pascal. Oui, ça bouge beaucoup. Alors c'est vrai que dans le sud, il y a un ancrage du vote Front National, Rassemblement National, qui est ancien, avec en effet la question de l'immigration, les rapatriés, tout ça, ça a été très prégnant. Et là, ça vient s'additionner à la poussée du Rassemblement National. Donc du coup, en effet, c'est une terre où désormais, c'est très difficile pour les autres partis. On a quand même tous les grands élus de droite dans cette région.
Hubert Falco, Christian Estrosi, ça a été dit, qui ont rallié Emmanuel Macron. Et malgré cela, c'est Marine Le Pen qui rafle la mise. Donc oui, la carte elle est battue quand même dans ces villes. Oui, dans ces villes, mais de justesse, et pas sur l'ensemble des départements. Parce que dans ces villes, il faut le rappeler, il y a aussi l'électorat âgé. Et là aussi, l'enquête de l'IFOP était révélatrice hier soir. Chez les actifs et ceux qui cherchent du travail, c'est-à-dire la population entre 30 ans et 60 ans, on est à 50-50. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le 58% d'Emmanuel Macron, il le doit aux retraités massivement, pour qui, on le dira sans doute plus tard, le nom de Le Pen évoque encore pas mal de rejets, et puis aux plus jeunes à qui en effet le Rassemblement national ne s'adresse pas parce que leur préoccupation c'est plutôt le climat, l'écologie, et sur ce point-là ils sont plutôt faibles. Un mot aussi en Occitanie sur ces votes, qui est une terre aussi où il y a eu des scores et puis des villes qui sont dans l'escarcelle du Rassemblement national, Christine Bouillot. Oui, alors avec juste un petit focus, la ville de Perpignan est restée acquise à Emmanuel Macron, ce qui est une petite surprise parce que l'ensemble du département lui a voté massivement pour Marine Le Pen, notamment les villes côtières. La ville de Prades, celle de Jean Castex, vote Marine Le Pen a encore progressé dans l'entre-deux tours. Et puis on retrouve, on va dire, ce maillage du Rassemblement national dans des territoires et départements où le RN était déjà fort. Béziers, par exemple. Ah bah Béziers, oui, évidemment. Béziers avec une très forte abstention à Béziers pour Robert Ménard. Attendez, Christine, vous dites oui, évidemment, à Béziers, avec Robert Ménard. On sait qu'il y a eu aussi quand même la visite d'Emmanuel Macron à Béziers il y a de ça quelques mois, et que en coulisses, il se murmure un certain nombre de choses, quoi. Donc oui, évidemment, mais tout de même, quoi. Ça, c'est peut-être l'avenir politique personnel de Robert Ménard qui nous le dira. Mais en tous les cas, il y a des ancrages comme le Lot-et-Garonne. C'est sur cette partie de Nouvelle-Aquitaine, mais à Perpignan, Louis Alliot ne réussit pas, et c'est un peu la déception effectivement, à rallier les électeurs derrière la bannière. Il y a une espèce de front républicain, mais partout en Occitanie en revanche, même si des départements donnent largement Emmanuel Macron devant, le Gers, les Hautes-Pyrénées, vous l'avez dit, l'Aveyron, le Lot, Marine Le Pen progresse absolument partout. Donc c'est effectivement un élément important qu'il faudra prendre en compte dans la bataille pour les législatives, notamment pour conserver les sièges de députés La République En Marche. On va y revenir pour le fameux troisième tour dans un instant. Merci Christine. Alors je le disais avec vous, Éric Revel, mettons un peu aussi les grands chantiers sur la table. C'est-à-dire que Emmanuel Macron est allé hier soir à la tribune sur le Champ de Mars, sur un discours qui n'était pas, on va peut-être l'analyser dans un instant, mais parce que il a tout de suite mis un peu le curseur sur ce qu'il attend un petit peu, c'est-à-dire une sorte d'appel à un rassemblement, un nouveau gouvernement avec des chantiers sur la table. Éric, Oui. Alors bon, on pourra trouver son discours sobre et grave. On peut aussi remarquer que, puisqu'il appelle à la bienveillance et à une méthode beaucoup plus collective pour travailler et mettre en place ces réformes, on pourra noter aussi, passez-moi l'expression, l'image est facile, mais je la trouve marrante. On est passé de Jupiter à Merlin l'Enchanteur. C'est-à-dire que là, maintenant, il promet d'être bienveillant, d'entendre, de comprendre. Et Merlin l'Enchanteur, il a une baguette magique. Il va en falloir une, parce que par exemple, sur le dossier du pouvoir d'achat, vous vous souvenez des promesses. Il va falloir qu'il les mette vite en ordre. Augmentation de la prime Macron à 6 000 €, participation ou intéressement pour les salariés, augmentation du point d'indice des fonctionnaires avant l'été, avait-il dit, indexation des retraites sur l'inflation qui caracole en tête comme vous le savez. Sur les retraites, à quel moment il va lancer sa fameuse réforme des retraites qui était quand même un point dur dans son programme. Moi je vous fais le pari qu'il la lancera évidemment après les législatives, voire après l'été. Donc il y a beaucoup de dossiers qui attendent Emmanuel Macron, sans parler de ce qu'il a dit sur la réforme de l'école, la réforme de la santé, la réforme de l'hôpital, de la gouvernance dans l'hôpital. Vous voyez, ça fait des chantiers qui sont urgents parce que les Français socialement sont souvent en difficulté. Et je prenais l'image, Patrick, pardonnez-moi, de Merlin l'Enchanteur qui avait pris le dessus sur Jupiter, parce que Merlin l'Enchanteur, il a aussi besoin d'une baguette magique, parce que financièrement,
tout ce qui a été annoncé et qui est parfois du ressort de l'État, il faut trouver de l'argent. Et donc, Jupiter est descendu de l'Olympe. Il faut que Merlin Enchanteur actionne la baguette magique maintenant. Bon, on va voir tout ça. Merci Éric Revel, avec Jean-Sébastien Ferjou qui nous a rejoint aussi. Bonjour Jean-Sébastien, fondateur d'Atlantico. Juste avant cela, aussi des auditeurs qui sont avec nous et qui veulent évidemment réagir, parce que on vous donne la parole, vous le savez, sur Sud Radio, Parlons Vrai. Alors ça vient de partout en France. Oui. Là, ça vient de Lyon et c'est Martial qui est avec nous. Bonjour Martial. Bonjour, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Eric. J'ai bien aimé votre chronique sur Merlin l'Enchanteur. Ouais. Bien. On vous écoute, Martial. Moi, je suis déçu et inquiet pour la France. Oui. Pourquoi? Parce que Monsieur Macron, c'est beaucoup de comédie dell'arte, beaucoup de théâtre, mais pas beaucoup de faits concrets, quoi. Ouais. Et quand on voit toutes les manifestations dans les villes contre Macron hier soir, on peut être inquiet. Ouais, c'est ça. Ouais. Le fameux troisième tour qui peut avoir lieu dans la rue, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Ouais. Et notamment à Lyon, où il y a eu effectivement des manifestations. Ça a été assez violent dans les heures qui ont suivi, vers 22h30, 23h. Oui, d'autant plus que dans les jours à venir, enfin dans les mois à venir, Monsieur Macron, ça sera très difficile pour gouverner car il n'aura pas de majorité à l'Assemblée, ça c'est à peu près certain. Il n'aura pas de majorité. Donc, ça, on va voir. Le pays sera ingouvernable. Ouais. Et je voulais lancer un message aussi à Madame Marine Le Pen. Ouais. Je voulais lui lancer un message que si vraiment elle aime la France, si vraiment elle a une pensée pour la France, il faut qu'elle abandonne la politique. Franchement, il faut qu'elle l'abandonne. Alors vous, c'est le nom Le Pen qui, à votre avis, est rédhibitoire pour le Rassemblement national, quoi. C'est ce que vous dites, quoi. Ah ben bien sûr. Ouais, non, mais il faut qu'elle arrête. Si vraiment elle aime la France, il faut qu'elle arrête. Oui, mais elle réussit à entraîner quand même dans son sillage, là, en l'occurrence, hier soir, plus de 13 millions d'électeurs. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre à sa place au Rassemblement national pourrait faire la même chose. Oui, d'accord, mais il y a d'autres idées, il y a d'autres personnes qui sont pas. Vous pensez à qui, Martial? On se dit des choses, franchement, sur Sud Radio, on est entre nous là. Je pense qu'il y a d'autres personnes comme Zemmour. Oui, mais dans l'autre camp, il n'est pas au Rassemblement national. Oui, exactement, mais qui, à mon avis, a une autre aura que Madame Le Pen. On va en parler dans un instant avec justement l'ensemble de nos éditorialistes. Allez, Christian aussi, qui est autre auditeur qui veut réagir. Qui nous appelle de Cahors. Salut, bonjour Christian. Bonjour Christian, j'adore Cahors, toute la région. Ça rime en plus, c'est bien. Ouais. Bonjour Christian. Oui, bonjour tout le monde. Bon, oui, vous Christian. aimez peut-être le vin de Cahors, non? Comment? Vous aimez peut-être le vin de Cahors? Le Mercus. C'est sûr que dès qu'il y a du vin, il est content, Patrick Roger. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Moi, j'adore, c'est très chaud. Alors, on n'est pas là pour faire de la géographie. Si vous avez une maison à vendre, il va vous l'acheter, c'est sûr. Christian, votre réaction donc à cette présidentielle d'hier soir? Écoutez, moi je m'interroge, évidemment, je suis déçu. Oui. Je m'interroge, j'aimerais savoir où sont les électeurs de Macron. Parce que c'est, si vous voulez, vous prenez l'ensemble du corps médical. Avec tout ce qu'ils ont bavé, c'est sûr qu'ils n'allaient pas voter Macron. Idem pour les agriculteurs. Idem pour les patrons pêcheurs. Idem pour les routiers. Faut pas oublier qu'en France, il y a 10 millions de pauvres. Ils n'allaient quand même pas voter Macron. L'ensemble des retraités, il y en a au moins la moitié qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Alors moi, voilà, j'ai un gros soupçon de fraude électorale, j'ose le dire, haut et fort. Ouais. Oh non, je pense pas qu'on puisse parler de fraude électorale. En revanche, c'est vrai qu'il y a... On va voir ça, on va étudier tout ça dans un instant, justement, sur qui a voté pour qui. Moi, je veux qu'on me prouve le contraire. Ah bah oui, bon, bah alors ça, on verra. On peut demander s'il y a des requêtes, peut-être, mais bon... Il y a environ à peu près 60 000 bureaux de vote, non, en France. Bon, je suis sûr que c'est... Parce qu'au dépouillement, c'est pas là qu'il peut y avoir la fraude. C'est que tout est centralisé au ministère de l'Intérieur.
Et là-haut, ils font la cuisine qu'ils veulent. Ouais, non. Il faut pas aller jusque-là, en fait, mon cher Christian. Parce que sinon, remettre tout en cause, en fait, l'ensemble du système. Et Marine Le Pen n'a pas parlé de ça non plus. Donc, faut pas aller jusque-là. Mais après, on peut s'interroger, effectivement, où sont les votes pour Emmanuel Macron et où sont les votes pour Marine Le Pen. C'est ce qu'on va voir dans un instant. On continue. Le débat est bien lancé. Et vos appels 0826 300 300. Vos attentes standard 9h17. Le Grand Matin Sud Radio 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, la suite des grands débats ce matin après la réélection d'Emmanuel Macron, Arlette Chabot, Christine Bouillot, Éric Revel, Pascal Jalabert, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur d'Atlantico, et puis vient de nous rejoindre Frédéric Dabi. Oui, parce qu'il nous apportera son éclairage tout à l'heure justement sur ce que disait en fait Christian, sur qui a voté pour qui. Jean-Sébastien Ferjou, donc sur Macron réélu et Marine Le Pen qui finalement échoue en fait de nouveau la troisième fois. Ce que disait Martial tout à l'heure, c'est que elle devrait abandonner, et carrément, Martial, il dit, elle devrait abandonner la politique parce que le nom est rédhibitoire. Je ne sais pas si c'est uniquement le nom qui est rédhibitoire, parce que le nom, il est à la fois une bénédiction et une malédiction. C'est une marque, mais effectivement, c'est une marque qui est porteuse probablement d'un plafond de verre. Mais le plafond de verre, il est plus lié au contenu politique que simplement à ce que peut incarner ou pas incarner Marine Le Pen. À mon sens, en tout cas, il me semble qu'on est dans une situation qui est un peu symétrique, finalement. Il y a Emmanuel Macron qui est finalement le candidat attrape-tout pour la France qui va plutôt bien, celle qui, à défaut de propositions véritablement convaincantes, préfère le statu quo, et puis Marine Le Pen qui est un peu la candidate attrape-tout pour la France qui va moins bien et qui aimerait que les choses changent, mais sans trop être convaincue non plus par la proposition de changement de Madame Le Pen. Et donc moi, ce que je vois essentiellement, ce sont des Français qui se sentent orphelins de représentation politique. Oui, de représentation, parce qu'ils n'ont pas finalement, elle ne peut pas espérer dépasser les 50%, parce qu'il n'y a pas suffisamment de confiance en ses compétences, sa crédibilité, c'est ça ? Je pense qu'il y a la question de la compétence, mais il y a probablement au-delà de ça la question de la vision. Quel est le diagnostic de ce qui ne va pas dans le pays et que souhaitent les gens ? C'est vrai que les propositions... Ça, elle le fait en fait, le diagnostic, quoi. Ce qui ne va pas, non ? Elle le fait, oui, elle le fait, oui et non. C'est vrai que ces propositions étaient, à mon sens, beaucoup de l'ordre du sparadrap, finalement. Alors, pour des gens qui vont pas bien, je comprends très bien qu'ils aient envie, précisément, qu'on leur permette de vivre un peu mieux au quotidien, mais c'est pas forcément soigner la cause. C'est plutôt faire en sorte que vous ressentiez un peu moins la douleur, ce qui n'est pas exactement la même chose. Certains pointent sur les réseaux sociaux son manque d'envie finalement de se dire est-ce que finalement c'est vraiment le bon casting, est-ce qu'elle a vraiment envie d'être présidente ? Ça, c'est à elle qu'il faudrait poser, la question. Moi, je pense de gouverner en tout cas. C'est vrai. Mais je crois en tout cas qu'elle n'était pas effectivement prête et que surtout elle n'est pas aux yeux des Français une candidate tout à fait comme les autres, et à mon sens les résultats du deuxième tour étaient contenus dans ceux du premier, ce qui est arrivé à Valérie Pécresse, à Yannick Jadot dans une moindre mesure et à d'autres. On l'a vu, il y a des gens qui avaient peur de Marine Le Pen ou qui avaient peur d'un deuxième tour Le Pen-Mélenchon et qui sont allés voter directement pour Emmanuel Macron. Voilà, elle n'est pas encore, ou peut-être ne le sera-t-elle d'ailleurs jamais, une candidate qui paraît au même niveau politique, j'entends pas forcément d'ailleurs de compétences, mais que les autres. Oui, c'est ça. Alors qui a voté pour qui aussi un petit peu Frédéric Dabi nous a rejoint, donc notre partenaire de l'IFOP avec Fiducial pour. On a fait cette grande étude pendant toute la campagne des présidentielles. Vous avez donné d'ailleurs, si on voit les résultats, parce qu'à chaque fois on dit les sondages se sont plantés, alors on va pas refaire le procès, etc. Non. Là, vous aviez donné dernier 55,5. C'est vrai que on a donné bien sûr Emmanuel Macron devant. On n'a pas eu on n'a pas vu le résultat final, mais bon, le sondage n'est pas là pour donner au point près, même si, on va être honnête, en 2017, on avait tout donné au demi-point près, on était contents et on l'avait dit, mais en tout cas, la tendance était là. Là, ce qui nous intéresse aussi, ce que disait en fait Christian tout à l'heure, c'est qui a voté pour qui ? Parce qu'il dit, moi, quand je regarde autour de moi, le personnel soignant, des routiers, des gens désespérés n'ont pas voté, des retraités, la moitié des retraités qui touchent moins de 1000 €, donc des petites retraites, ils ne peuvent pas voter pour Emmanuel Macron. Et pourtant, beaucoup de ces retraités ont voté pour Emmanuel Macron. Exactement, à 68%. Mais j'entends ce que dit Christian, et c'est une des vertus des enquêtes d'opinion. Il ne faut pas les prendre pour des oracles ou des prophéties, mais ça permet de rationaliser les choses quand chacun vit dans un milieu particulier. C'est vrai aussi que jamais
deux électorats de second tour ont été aussi différents. Il pouvait y avoir des passerelles, Giscard, Mitterrand, Chirac, Jospin, quelques électeurs qui pouvaient passer de l'un à l'autre. Là, on était Macron ou Le Pen. C'est vraiment deux France antagonisme. Vous avez un diplôme supérieur au bac, vous votez Emmanuel Macron. Vous avez un diplôme inférieur au bac ou sans diplôme, c'est un vote Le Pen. Par le passé, il y avait des ouvriers qui votaient à droite, il y avait des cadres supérieurs ou des professions libérales qui votaient à gauche. C'est encore le cas, mais on a vraiment des électorats extrêmement typés. Par exemple, chez les ouvriers, Marine Le Pen fait 65%. Chez les cadres supérieurs, Emmanuel Macron fait 74%. Il faisait, Patrick, 82% en 2017. Dans l'électorat âgé, s'il y a, j'aime pas ce terme de plafond de verre, mais s'il y a un mur qui empêche Marine Le Pen de gagner un second tour, c'est cet électorat âgé. Il y a 13 millions de Français de plus. Mais alors c'est quoi ? Qu'est-ce qui effraie cet électorat âgé alors ? Je pense qu'il y a c'est ça qui est intéressant. Alors, je pense qu'il y a une notion, après je ne laisserai pas regarder mes camarades, de saut dans l'inconnu. En 2017, c'était euro, retour au franc, on ne sait pas. En 2017, ça s'est plutôt évaporé, mais il y a encore cette crainte sur, et Emmanuel Macron a plutôt été malin de beaucoup le pointer lors du débat, sur la France dans l'Europe ou pas. Ce qui n'est pas anodin dans le contexte que nous connaissons. Il y a le côté, si elle gagne, des troubles dans le pays, des émeutes dans les banlieues, des groupes d'extrême droite qui seraient décomplexés. Il y a cette crainte d'un désordre, des affrontements des extrêmes quoi aussi. Extrême gauche contre extrême droite par exemple. Civile, et puis il y a aussi, et c'était un peu ce qu'on disait en 80, certains disaient, c'est-à-dire entre les chars russes, entre le franc qui s'effondre, et même avec des gens aussi sérieux que Raymond Barre disaient dans 2 ans la France sera en banqueroute. Il y a cette crainte-là qui explique que chez les personnes âgées de plus de 65 ans, sur 100 électeurs, 70 choisissent Macron, 30 Le Pen, c'était 80-20. En 2017, il y a quand même une évolution vers, j'entends ce que dit Jean-Sébastien, une sorte de normalisation de l'image de Marine Le Pen qui s'est énormément améliorée, mais il reste malgré tout, dans un second tour, une notion d'élimination du candidat, de la candidate issue du Rassemblement national. Et qui ne peut pas convaincre, quoi, Arlette Chabot, quoi. Il y a petite nuance. Elle a réussi sa banalisation pendant cette campagne, Marine Le Pen, changer complètement son image. Mais probablement aussi aidée par Éric Zemmour. Bien sûr, mais elle n'a pas réussi à transformer son parti en parti de gouvernement. C'est-à-dire que, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Frédéric, c'est un énorme saut dans l'inconnu pour la plupart des Français, ce changement radical si Marine Le Pen était élue. Quand vous voyez, les Français regardent autour, en Europe, les inquiétudes exprimées, aux États-Unis exprimées, si jamais demain Marine Le Pen arrive au pouvoir, c'est la fin de l'Europe, avec des appels du chancelier allemand, du Premier ministre italien et d'autres. Franchement, pour l'instant, elle n'a pas rassuré. Et la question qu'on lui a systématiquement posée, c'est celle de avec qui allez-vous gouverner ? Gouvernement d'union nationale, vous n'avez entendu personne dire, la rejoindre et dire si Marine Le Pen est élue, j'irai gouverner avec elle, elle rassemblera les patriotes et j'en serai. Donc là, sur ce plan-là, elle n'a pas réussi à convaincre. Et il y a un problème personnel, évidemment, non seulement lié à son nom, mais aussi à des questions sur sa compétence. On revient quand même au fameux face-à-face avec Emmanuel Macron, où elle n'a pas semblé, en tout cas, riposter comme elle aurait pu le faire. Jean-Sébastien Ferjou. Je crois qu'il y a une équation politique qui est très compliquée pour Marine Le Pen. Effectivement, pour elle, la barre est plus haute, en quelque sorte, précisément parce qu'elle a le passé ou peut-être le passif politique qui est le sien. Parce que effectivement, elle a réussi à se normaliser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Arlette Chabot, mais ça devient compliqué parce qu'une fois que vous vous normalisez, qu'en quelque sorte, vous parvenez à ne plus faire sortir les gens de chez eux pour empêcher de voter pour vous, dans le même moment, c'est difficile d'en attirer d'autres par adhésion véritable. Parce que l'adhésion, en général, elle se construit plutôt sur le clivage. Et ce double enjeu pour Marine Le Pen de à la fois éviter de trop braquer les gens tout en essayant d'en convaincre véritablement d'autres, c'est très compliqué. Et au-delà de ça, il me semble que quand on regarde comment l'Europe fonctionne, l'Europe entière fonctionne politiquement depuis 1945, on a voulu éviter le retour au dérapage politique des années 30 ou 40. Alors je ne dis pas que Madame Le Pen serait un dérapage similaire à ce qu'on a connu, c'est absolument ce que je suis en train de vous dire. Simplement, pour protéger la démocratie, on a créé les États-providence, on a créé les filets sociaux pour éviter justement les risques politiques. Et on voit, et le système
système français, notamment avec son mode de scrutin, fait en sorte que ce soit plutôt le candidat qui est le plus proche du centre de gravité du système qui l'emporte à grands coups en général de chèque. Parce qu'il faudrait faire le coup d'ailleurs du quinquennat d'Emmanuel Macron ou de ses promesses. De ce point de vue-là, le sujet, ça tient aussi longtemps qu'on a un chéquier. Oui, bien sûr. C'est ça la question. C'est ce que disait Éric Revel tout à l'heure, hein, bien sûr. Et Éric, vous êtes toujours avec nous. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, quand même, dans le sud, dans quelques grandes villes que vous avez citées, on verra aussi avec Christine Bouillot, on vote quand même, là, cette fois-ci, alors qu'il y a des populations âgées, eh ben, on va quand même voter vers Marine Le Pen, majoritairement. Oui, alors il y a quand même les grandes villes dont on parlait tout à l'heure, hein, Marseille, Nice, Toulon, qui donnent une majorité courte, mais une majorité à Emmanuel Macron. Bon, la carte électorale du sud de la France, Alpes-Maritimes, Var et une partie des Bouches-du-Rhône, c'est une carte politique qui montre que la droite a toujours été forte, voire la droite nationale. Donc ça, c'est pas une surprise. Et puis, le retraité moyen des Alpes-Maritimes a un niveau de pouvoir d'achat qui est un petit peu supérieur au retraité moyen de la Corrèze ou de la Creuse, contre lesquels évidemment je n'ai rien à dire. Mais juste parce que Frédéric, à mon avis, disait quelque chose qui était incomplet, si je peux me permettre, mon cher Frédéric. C'est que quand vous citez Raymond Barre, qui dit après l'élection de François Mitterrand, il avait dit dans 2 ans la France est en banqueroute. Je vous rappelle quand même que François Mitterrand a fait une politique économique de gauche pendant 2 ans justement, et 2 ans à partir de 83, il s'est arrêté parce que la France était dans le mur justement. Ça, il faut quand même pas l'oublier, mon cher Frédéric. Ce que je voulais dire, précisément parce que la France n'avait plus d'argent et que les gens partaient avec des valises de billets en Suisse ou ailleurs, honte à eux évidemment, que Mitterrand a arrêté une politique de gauche, faut pas l'oublier. Non, mais j'ai pas souvenir enfant à cette époque d'avoir vu des fils et des valises, des fils de gens qui quittaient la France pour la Suisse. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un contrôle d'échange, je vous rappelle, en France. Mais aussi bien Jacques Chirac que Barre parlaient d'expérience socialiste. C'était l'idée que ils étaient incapables de gouverner dans la durée, mais c'était une autre époque. Allez, ça a duré que 2 ans. Ça a duré que 2 ans. Et juste, je voulais signaler quelque chose, Patrick, si vous me permettez. On a noté que le président de la République, dans son discours hier au Champ de Mars, voulait une présidence plus humble, voulait une présidence avec une méthode plus collective, de sorte de participation démocratique. On verra comment il s'y prend, évidemment. Mais voyez, quand j'entends Bruno Le Maire ce matin, il faut quand même le signaler, qui explique que pour lui, Emmanuel Macron a été réélu grâce à un vote d'adhésion. Justement, l'humilité dont devrait faire montre le ministre des Finances ou les gens qui sont proches d'Emmanuel Macron, elle n'est pas là, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est quand vous faites 2 millions de voix de moins qu'au second tour d'il y a 5 ans et que Marine Le Pen en fait 3 de plus, la moindre des choses qu'on pourrait dire, c'est ne pas employer le mot vote d'adhésion, vous voyez. Alors si ça commence comme ça, l'humilité du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, on est parti sur les mêmes bases que là où on l'avait quitté. Ce que n'a pas fait Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'industrie qui était notre invitée, qui n'a pas parlé évidemment d'un vote d'adhésion, mais qui a dit qu'il fallait entendre justement aussi toutes ces colères. Allez, on continue à vous entendre, colère ou pas colère, justement, et puis on s'intéressera aussi au nouveau gouvernement, au 3e tour, dans un instant avec vous tous, évidemment, au 0826 300 300 et autour de la table. À tout de suite, 9h32. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Après la réélection d'Emmanuel Macron, quel avenir, quel gouvernement, quand Voilà, vos appels 0826 300 300 pour en parler ce matin. Arlette Chabot, Christine Bouillot, Éric Revel, Pascal Jalabert et Jean-Sébastien Ferjou. Et vos appels et même André Bercoff tout à l'heure qu'on a réveillé, qui sera avec nous juste pour teaser un petit peu midi. Que j'ai oublié, bien sûr. cette longue liste. Alors, au 0826 300 300, qui est avec nous? C'est Cynthia qui nous appelle. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Qui nous appelle de Narbonne. Exact. Oui. Alors, Cynthia, votre regard sur cette élection. Je vous avoue que je suis un peu inquiète parce que ça fait 5 ans déjà qu'on nous a imposé beaucoup de choses. Oui. On nous a imposé la vaccination, on nous a imposé les gilets jaunes d'une certaine façon. Ça a été également un peu le résultat de la politique de Monsieur Macron. On nous a on a vécu beaucoup de choses difficiles et aujourd'hui les gens encore une fois ont voté
pour quelqu'un ou contre quelqu'un, ce qui est encore une fois vraiment stupide parce que on est reparti pour, je suis désolée, mais 50 galères. Tout le monde pense, pour l'instant, j'ai entendu la dernière fois chez vous, Monsieur Riester, qui disait, Monsieur Macron a très bien géré la crise avec la guerre avec l'Ukraine. Non, je suis désolée, il l'a très mal géré. Ça fait déjà longtemps que voilà, il aurait pu gérer de manière différente. Et vous, alors, Cynthia, est-ce que c'est indiscret de vous demander ce que vous avez voté hier ? Honnêtement, j'ai voté ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, blanc. Il y a 10% de blanc. À Narbonne, 10% de blanc. À Narbonne, c'est ça, on a les chiffres exacts. Hein, oui, il y a 31 pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, 49%, 150 voix d'avance. Oui, alors merci Cynthia, parce que ça c'est intéressant. Pascal Jalabert, il va falloir tenir compte aussi de cette abstention et des votes blancs, hein, parce que ça représente quand même un sacré paquet de suffrages d'électeurs. Hein. Alors, dans beaucoup de départements et de villes, on a des bulletins blancs qui oscillent entre 8 et 12%. Ce qui est quand même beaucoup. Rappelons-nous qu'on avait déjà trouvé que 5% c'était beaucoup en 2017, donc là c'est encore plus élevé. Et puis cette abstention à 28%, ça fait quasiment une quatrième force politique. Hein, si on regarde les résultats du premier tour, où on a eu ce fameux extrême centre d'Emmanuel Macron, cette gauche avec LFI, la gauche est montée à 32%. On l'a oublié, mais c'était quand même 4 points de plus qu'en 2017. Et puis évidemment, l'extrême droite en additionnant les voix de Le Pen et Zemmour et Dupont-Aignan. Donc du coup, on a un peu 4 blocs dans le pays. Oui, c'est vrai. Ça va être très difficile. Ce qui expliquait peut-être hier soir, Christine Bouillot, certains qui étaient désabusés, quoi, que vous avez rencontrés, mais qui ont peut-être voté blanc aussi, quoi, Christine. Oui, alors c'était après la séquence elle vaut ce qu'elle vaut, mais lors du dépouillement, par exemple, beaucoup d'enveloppes contenaient les deux noms. Voilà, les deux noms. Le non-choix, oui, absolument. Moi, alors les deux noms, ce n'est pas comptabilisé comme blanc, en fait, les deux noms. Si non, techniquement. Hein. C'est comptabilisé à part, mais c'est 7% de blanc, 3% de nul, pour être précis. Voilà. Ah oui, non mais c'est ça. Oui. Non mais c'est intéressant. Oui, Christine. Une forme de revendication à travers le bulletin de vote au moment du dépouillement, mais effectivement désabusé. Et je dirais que c'est aussi l'électorat. Là, je voudrais revenir aussi sur en tous les cas le sentiment sur l'explication, en tous les cas du vote. Mais c'est l'électorat de gauche aussi qui aujourd'hui se retrouve pris en étau. Est-ce que c'est lui qui aujourd'hui se retrouve à faire le jeu de l'élection d'Emmanuel Macron? Peut-être que oui, mais si on regarde sur les terres radicales de gauche, aujourd'hui, on parle de départements ruraux, le Gers va mettre majoritairement Emmanuel Macron très très loin en tête, et on peut pas dire que le Gers n'est pas connu des défaillances en termes de services publics, en termes de oui, mais il y a une tradition en fait de gauche, de ruralité, on peut pas faire mieux. Oui, il y a une tradition de gauche dans ce département, quoi. Oui, il y a encore des traditions de gauche, mais il y a des terres de gauche qui basculent au Rassemblement national. Donc on voit aussi qu'il y a une espèce de balancier et d'envie de renverser la table et être désabusé. J'ai rencontré des électeurs dans les rues de Perpignan qui avaient fait un cheminement absolument incroyable, voté Zemmour au premier tour et ils ont voté Emmanuel Macron au deuxième. Oui. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc Jean-Sébastien Ferjou, il va falloir tenir compte de tous ces critères, quoi, pour Emmanuel Macron. Ce qu'il a dit d'ailleurs hier soir, les abstentionnistes, les électeurs également de Marine Le Pen, du Rassemblement national, 13 à 14 millions. Effectivement, Emmanuel Macron, dans son discours, c'était quasiment... Non, mais pour former son gouvernement et la politique qu'il doit mener derrière, quoi. Oui, mais il parlait d'une nouvelle méthode, même si on ne voit pas bien quelle peut être, la nouvelle méthode. Moi, ce qui me frappe, ce sont un certain nombre d'enquêtes d'opinion qui montrent qu'une majorité relative de Français ressentent des sentiments négatifs à propos de cette élection, que ce soit de la déception, de la colère, du ressentiment. Et ce qui me frappe aussi, c'est finalement beaucoup de Français qui, eux, souhaitent qu'il se passe pas grand-chose, tout simplement parce qu'ils considèrent que cette élection peut-être n'a pas été très politique. On vit un grand moment de dépolitisation du pays. Il me semble qu'il y a l'enquête qui a été publiée par Le Parisien, ou Soprasteria hier, montrait qu'il y avait 57% des Français qui souhaitaient qu'Emmanuel Macron essaye de rassembler, quitte à ne pas faire grand-chose, ce qui montre bien que cette élection n'a pas été véritablement le grand moment politique qu'une présidentielle est censée être. Est-ce que les législatives peuvent être ce grand moment pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses,
Arlette Chabot, Éric Revel? Qu'il y ait des alliances à gauche, c'est-à-dire que l'appel lancé par Jean-Luc Mélenchon se concrétise, c'est-à-dire qu'il y a accord entre les partis. Parce que s'ils veulent gagner, on va retomber sur le problème habituel du scrutin majoritaire. Donc si vous n'avez pas candidature commune, il y aura très peu d'élus. Si la gauche arrive à présenter des candidats communs dans des circonscriptions, elle peut espérer avoir un certain nombre d'élus. Évidemment, et de même à droite. S'il y a 4 candidats de droite dans chaque circonscription, franchement, ça va être compliqué. 4, vous pensez à qui? 4 Je pense s'il y a un Rassemblement National, s'il y a un LR, s'il y a un Zemmouriste, un Reconquête et un 4e d'hiver droite. Alors j'en enlève un parce que je suis modéré. C'est bien connu. Donc j'en mets 3. 3 face à un candidat d'En Marche, qui pourrait aussi d'ailleurs être un candidat issu de la droite. Donc vous voyez, finalement, on arrive bien à 4 d'une manière ou d'une autre. Et qu'il y a 4 candidats de gauche en face, ça va être compliqué pour l'opposition quand même, effectivement, d'avoir des groupes parlementaires un peu conséquents. Et si, c'est ce qui va arranger peut-être Emmanuel Macron, Pascal Chalabert. Oui, alors, il y a un problème quand même. Comme je disais hier soir, les législatives, c'est au pluriel. Les législatives, ça veut dire 577 élections. Et ça ne veut pas... Alors, il y a en effet une part de vote national drainée par les résultats nationaux présidentiels, ça c'est une évidence, mais il y a aussi une part d'ancrage local. Et là, il faut voir si Jean-Luc Mélenchon, dans son propos d'unir la gauche, est capable de faire des concessions à des partis, on passe aux écologistes, aux socialistes, qui ont des candidats beaucoup mieux implantés que les siens. Il faut voir si entre la droite et Emmanuel Macron, partout au maintien et LREM, partout au maintien de candidats. Si le Rassemblement national est concurrencé par Reconquête. Donc ça se joue circonscription par circonscription. Et là, c'est plus compliqué. Et ça risque d'ailleurs d'être assez toxique parce que dans un certain nombre de circonscriptions, les candidats ne sont pas forcément exactement ce qu'ils ont l'air d'être. C'est-à-dire qu'ils auront une étiquette officielle, mais on voit bien que potentiellement il y aura des arrangements. Localement, en fait, ça a été évoqué entre LREM ou LR, ou entre RN et Reconquête, ou entre LR et justement une partie plus à droite. Mais c'est quand même pas très sain dans une démocratie que les gens aillent voter sans savoir exactement ce que seront ensuite leurs représentants une fois à l'Assemblée nationale. Cela dit, sur les législatives, je pense que les Républicains sont quand même dans une situation légèrement différente des autres. Parce que quand on regarde le détail de la carte, quand on regarde les scores de 2017, il se pourrait, malgré le score de Valérie Pécresse, qu'ils arrivent plus ou moins à maintenir leur position, même si une partie du groupe peut partir. Sortant un peu, en quelque sorte aussi, avec l'ancrage local. L'ancrage local. Les Républicains sont devenus, comme ce qu'est le Parti socialiste dans un autre registre, une forme de cartel électoral. Mais c'est vrai qu'ils ont des implantations locales, et puis à un moment, ce ne sont pas des Martiens qui vont être élus non plus. Donc, dans les régions qui sont sociologiquement ancrées à droite, c'est peut-être plus facile. Ils ont 100 sortants à peu près, un ou deux près. On annonce 50. Donc, ça fait quand même la moitié. Ils vont vivre ce que les socialistes ont vécu. Et certains qui pourraient être attirés, c'est pas forcément ceux qui sont les plus... Parce que l'union de la gauche, elle va être difficile à mener jusqu'au bout malgré tout. Parce que là, tout le monde, dans les 48 dernières heures qui avaient précédé le premier tour, et puis dans l'enthousiasme un peu de l'entre-deux tours, la gauche, d'un seul coup, s'est trouvée en Jean-Luc Mélenchon un champion. Enfin, il faut se souvenir de ce que disaient les écologistes, notamment pendant toute la campagne, sur les positions européennes. Oui, mais ils peuvent discuter autant qu'ils veulent. Anne Hidalgo, elle trouvait que Jean-Luc Mélenchon n'était pas républicain. Avec déjà pas mal d'appels au standard 0826 300 300, continuez de nous appeler jusqu'à 10h pour débattre avec nos éditorialistes du jour. Il est 9h44, à tout de suite. Il est 9h46, vos appels 0826 300 300 et un candidat, en tout cas, quelqu'un qu'on connaît bien, c'est André Berkoff qui est avec nous. Bonjour André. Bonjour André. Bonjour jeune qui débute. Bonjour Patrick. Bon, André, avant, tout à l'heure, donc votre émission midi à 14h, vous allez revenir largement. Un mot de commentaire sur ce résultat avec vous de cette présidentielle, en fait, hier soir. Vraiment sentiment contrasté, vote de rejet d'un côté et comment dirais-je, vote incontestable. Mais quand j'ai dit vote de rejet, c'est tout à fait... j'ai été frappé pendant les résultats et pendant ce qu'on a vu à la télévision et à la radio. C'est que, au fond, il y avait ce mantra, par exemple, du côté de la gauche, France Insoumise, ELV et autres. C'était pendant toute la campagne, c'était Macron, c'est pas possible, etc. Mais on vote Macron, évidemment, pour faire barrage à l'extrême droite et au fascisme. Et dès que c'est fait, eh bien maintenant, Macron démission. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est ce front renversé qui se passe. Tout se passe comme si, au fond, d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire beaucoup
ont voté Marine Le Pen parce qu'ils ne voulaient plus de Macron. Et beaucoup plus ont voté Macron parce qu'ils ne voulaient en aucun cas de Marine Le Pen. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, mais on aura ça, on ne peut pas analyser ce vote de rejet. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui ont voté par conviction et enthousiasme, mais il y avait beaucoup, des millions et peut-être des dizaines de millions qui ont voté parce qu'ils ne voulaient pas de l'autre. Et de l'un ou l'autre. Je crois que le clivage est plus fort que jamais. Quoi. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas un vote d'adhésion, même pour certains, bien sûr, si, toujours, mais globalement, c'est un vote de doute et un vote de rejet, un petit peu. Hein. C'est ce que vous dites, hein, André. Absolument. C'est un vote, si vous voulez, c'est-à-dire, on n'a pas voté pour, on a voté contre dans la plupart des cas. Dans ces conditions, c'est difficile de construire aussi, quelle que soit la personne élue, quoi, hein, André. Très difficile de construire, mais je crois de toute façon que, vous savez, le système étant ce qu'il est, et surtout les institutions, ce qu'elles sont, Patrick, moi je crois que les gens qui ont tous dit « Ah, mais il y a le 3e tour législatif », oui, mais enfin, le vote à 2 tours, le vote majoritaire, etc., quand même avantage, et c'est comme ça, les institutions, si on veut les changer, on les change, mais c'est un problème, c'est que avantage évidemment le gagnant. C'est-à-dire que quand j'ai entendu les gens dire oui, mais vous allez voir, maintenant législative, on va tout changer, ça va être justement la cohabitation, et le plus beau étant Mélenchon, quand même, qui est allé en disant votez pour moi pour que je sois le Premier ministre. Je veux dire, la Constitution de la Ve République, il faut quand même qu'il se rappelle un peu, qu'il touche le réel, quoi, qu'il retombe sur terre. Merci André Berkoff, et je vous laisse préparer votre émission tout à l'heure, midi 14h, comme chaque jour, évidemment, avec l'ensemble de vos invités. À propos de Premier ministre, alors il y a des noms qui circulent là, en boucle depuis hier. On les donne, hein, Richard Ferrand, Julien de Normandie, Nathalie Kosciusko-Morizet, Christine Lagarde, Elisabeth Borne. C'est sérieux tout ça ou pas? Arlette Chabot, Jean-Sébastien Ferjou. Allez, je m'en remets à la grande expérience d'Arlette Chabot. Non, faut pas se défiler, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, c'est sérieux tout ça? Je pense que personne n'en sait rien, qu'Emmanuel Macron aime surprendre et que, voilà, on voit bien, on sait ce qu'il choisit en général, des profils qui ne soient pas trop politiques. On voit bien que l'hypothèse d'une femme lui permettrait de faire un peu de marketing. Maintenant, il n'y a pas non, mais il n'y a pas un pool à l'infini. C'est tout le paradoxe d'ailleurs de la Macronie, puisqu'on voit bien qu'il est la seule offre politique véritable qui arrive à rassembler très très large. Parce que quand on va de Marisol Touraine à Éric Woerth, on voit bien que c'est large. Et pour autant, il n'y a pas tant de candidats. C'est vrai. Tant de très compliqué. Juste un mot quand même. Personne n'avait imaginé Édouard Philippe à Matignon, hein, donc, mais pas une personne avant qu'Emmanuel Macron aille le chercher. Pascal Jalabert. Oui, alors Emmanuel Macron, il a en effet le don de surprendre. La difficulté pour lui, c'est qu'il veut rassembler très large, mais au bout d'un moment, vous pouvez faire non plus un gouvernement avec 50 personnalités. Donc vous n'avez pas de nom non plus à nous donner. Il y a un vrai enjeu politique, je pense, qui est lié au calendrier électoral. Il n'y a plus d'élections nationales, il y a des européennes dans 2 ans, mais sinon il n'y a plus d'élections nationales. Et donc quand vous êtes dans un contexte un peu d'histoire, de frustration... Non, on n'a pas le temps. Non, mais 2007, Borloo, rappelez-vous, la TVA sociale de Borloo, en 2007, 50 circonscriptions qui basculent à gauche. Donc attention, dans un gouvernement, si vous mettez quelqu'un qui lâche 2-3 petites phrases, 2-3 maladresses, vous mettez dehors 50 députés. Donc il n'a pas intérêt à faire exploser les choses. Il n'a pas intérêt à nommer Jean-Louis Borloo. Oui, et d'autres, ni d'autres. Les auditeurs, avant de retrouver aussi Frédéric Dabi. Pascal qui nous appelle de Clairade dans les Charentes-Maritimes. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à toute l'équipe. Juste un petit mot pour vous dire que Marine Le Pen a gagné à 56,61% contre Macron 43,39% et avec des blancs de 6,82%. On vous écoute. Dans votre commune. Alors, moi, je suis un petit peu surpris parce qu'en fait, ça fait 2 semaines que j'écoute un petit peu la Sud Radio pour entendre un petit peu le débat, mais ça fait longtemps qu'il y a une surmédiatisation pour Macron et qu'on parle tous de la surprise par rapport à Marine Le Pen, mais ça fait longtemps que tout le monde descend Marine Le Pen. Après, il n'y a qu'à regarder l'histoire un petit peu et regarder économiquement la France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même à 3 000 milliards d'endettement, 600 milliards rien que pour Macron, ça fait 20 ans, on arrive à 20 000 milliards de francs quand on se résume par rapport aux francs. Moi aujourd'hui ce que je vois c'est simplement une France qui est complètement déconnectée, c'est-à-dire on a un pouvoir politique qui est déconnecté, un pouvoir médiatique qui est complètement déconnecté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes déjà dans l'anticipation politique, c'est-à-dire que pour vous la politique c'est un jeu, mais en fait pour le peuple français la politique c'est pas un jeu, c'est-à-dire que nous on subit votre oppression. Non, mais alors pas pour nous, hein, parce qu'à Sud Radio on essaie justement de vous donner la parole et d'être
permettre de donner du relief par rapport en fait à ce qui se passe sur le terrain. Non mais c'est vrai, mais vous avez raison de souligner les choses. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous parlez, vous en êtes déjà à savoir quel va être le Premier ministre. Ah oui, c'est une question qui se pose, monsieur. Ça se pose aussi. C'est une question qui se pose après l'élection présidentielle. Je crois que ça a coupé. Ça a dû couper. On a un autre auditeur en ligne qui est avec nous, qui nous appelle de Montpellier. Abdelkader, bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, je vous appelle pas de mon pays, je suis au Maroc. Voilà, je suis en vacances pour fêter l'Aïd avec ma mère. Et donc, j'ai attendu vraiment 35 minutes pour vous parler. Et c'était juste pour vous dire, finalement, moi, je suis en France depuis 40 ans. Et j'écoute le discours du Front National et puis du Rassemblement National. Au départ, c'était un discours contre les étrangers, mais maintenant, c'est contre l'islam. Et c'est vrai que moi, avec le temps, je suis devenu français, je me sens vraiment français, mais avec le discours de Madame Le Pen, qui a dit qu'elle allait vraiment l'adoucir et tout ça, mais elle a repris quand même des propos anti-islam, anti-voile sur la voie publique, et voilà, et vraiment, ça nous a fait vraiment peur. Donc, beaucoup de musulmans. Vous pensez que c'est pour ça qu'il y a eu un vote musulman contre Marine Le Pen et pour... Et Macron a rassuré dans le débat les musulmans par rapport aux valeurs universelles de la France et tout ça. Donc Marine Le Pen, tant qu'elle continue à faire ses erreurs, à vraiment stigmatiser une population, vous savez, on est tous dans la galère, on vit tous les mêmes problèmes. Donc aller dire que les problèmes de la France se concentrent dans l'islam et les musulmans, c'est une erreur fatale. C'est pas ce qu'elle a dit, parce qu'elle avait changé justement un peu son angle d'attaque en mettant beaucoup plus le pouvoir d'achat. Mais c'est pas possible de stigmatiser une population alors que nous sommes tous dans la galère et de passer d'islam, islamisme, voire terrorisme, ça c'est des raccourcis qui sont quand même assez dangereux. Merci Abdelkader. Frédéric Dabi, les derniers indicateurs de vos enquêtes que vous avez menées justement. Mais dans notre sondage jour du vote, on a des questions plus prospectives sur l'après présidentiel. Quand on interroge les Français sur le futur Premier ministre, c'est pas une question qui se pose, on va être tout à fait clair. Ça rejoint ce que vous disiez. C'est vrai que 63% citent une autre personnalité ou ne se prononcent pas. On a un petit avantage pour Christine Lagarde, mais par rapport à ce que vous disiez, il ne faut pas oublier qu'en 2017, on citait énormément de personnalités, sauf Édouard Philippe, qui avait été choisi par Emmanuel Macron. C'était presque un peu le même cas en 2002, où Jean-Pierre Raffarin avait un petit peu surpris comme nomination pour Jacques Chirac. Après il n'était pas connu avant, même s'il était ministre du Commerce et des PME, si je ne me trompe pas. Il y a une autre question que je trouve assez intéressante, parce qu'elle est très contre-intuitive. On demande à l'ensemble des inscrits s'ils souhaiteraient que Emmanuel Macron ait une large majorité à l'Assemblée ou que les oppositions lui imposent une cohabitation. C'est la réponse cohabitation qui sort. Alors c'est plutôt un vœu pieux quand on sait à quel point, quand une élection présidentielle se termine, les électorats des candidats qui ont été battus sont plutôt démobilisés et il y a une surparticipation, un différentiel de mobilisation pour l'électorat qui a gagné. Mais là, la vraie différence par rapport à 2017, par rapport à 2012, c'est que les électorats battus, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ont dès 20h02 basculer sur la bataille des législatives, chercher à mobiliser leur camp. Quand Jean-Luc Mélenchon dit de manière très, je dirais, baroque, compte tenu de nos institutions, élisez-moi Premier ministre, mais c'est une formule choc, c'est aussi cette idée qu'il peut y avoir un troisième tour de rééquilibrage des résultats de la présidentielle. Ça ne s'est jamais produit, mais on est dans une telle période de l'inédit que je reste prudent. On va beaucoup rappeler la phrase de François Mitterrand, réélu en 88, il n'est pas bon qu'un seul parti gouverne. Et bien du coup, il y avait eu une majorité relative à l'issue des législatives. Merci, historienne Arlette Chabot. Historienne de la politique. De la politique. Merci Jean-Sébastien Ferjou, Frédéric Dabi, Pascal Jalabert, Christine Bouillot, Éric Revel. Beaucoup de monde mobilisé effectivement ce matin, un peu partout sur tout le territoire, et vos appels au 0826 300 300. Et évidemment, ça continue dans 5 minutes maintenant. Avec Valérie Expert et Frédéric Dabi qui sera là pour ces résultats de l'élection présidentielle et vos appels pour Valérie et Gilles Gansman, 0826 300 300. Et juste après, Dédé Berkoff que vous avez entendu il y a quelques instants sur notre antenne. On vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain matin. Salut. Ciao, on vous embrasse. Sud Radio. Parlons vrai.